Merci à tous, merci pour cette invitation. Alors je vais essayer de partager mon écran et donc je vais essayer de vous parler, de vous brosser un tableau de tout ce qu'on peut faire comme traitement dans un état de choc. Alors j'ai fait forcément des choix et je vais vous parler un peu de remplissage bien sûr, des catécholamines et également un petit peu d'ECMO. Donc, est-ce que vous voyez mes diapos? C'est bon? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, merci encore pour cette invitation. Un petit survol de ce qu'on peut faire comme traitement dans un état de choc. Alors, première chose, c'est de regarder sur des grandes séries de la littérature comme celle-là. Là, je vous ai listé trois études fameuses. Il y a à peu près 15 000 patients dans ces études-là. Et en fait, quand on regarde ce qu'on fait dans le traitement des états de choc, ce qui est fait au quotidien, c'est 100% de remplissage. Donc, quel que soit l'état de choc, cardiogénique, septique, hémorragique, dans 100% des cas, les malades reçoivent des fluides. Donc, la gestion des fluides, quel que soit l'état de choc, elle va être un problème central. Dans 50% des cas, les malades vont recevoir des vasopresseurs, on verra lesquels. Et puis finalement, la défaillance cardiaque qui impose la prescription de médicaments inotropes pour renforcer la contractilité cardiaque, elle ne va être nécessaire que dans 15% des cas. Donc finalement, la question des fluides, elle est constante. La question des vasopresseurs, c'est un patient sur deux. Et la question de la défaillance myocardique, à part dans des réas spécialisés dans la chirurgie cardiaque, elle ne va se poser que dans 15% des cas. Donc j'ai choisi d'aborder le sujet par trois questions. D'abord, gestion raisonnée du remplissage, gestion raisonnée des catécholamines et des agents vasopresseurs, et puis on dira quelques mots des assistances circulatoires. Avant de détailler ces trois points, je voudrais quand même rappeler, parce que ça j'ai pas le temps de le traiter, que la première chose à faire dans le traitement d'un état de choc, c'est d'abord se poser la question de pourquoi le malade est en état de choc. Il est évident que si c'est une hémorragie, le premier des traitements, c'est d'emmener le malade au bloc opératoire pour qu'il y ait un geste d'hémostase, de l'emmener à l'embolisation pour qu'il y ait une hémostase radiologique. Évidemment, si c'est un sepsis, il faut mettre des antibiotiques. Si c'est une embolie pulmonaire, il faut fibrinoliser, etc., etc. Et je vais juste illustrer le propos par deux diapos. D'abord, cette étude française qui a été faite sur de la traumatologie. Vous avez ici en ordonnée le risque de mortalité et puis finalement en abscisse le temps perdu pour arriver à l'hôpital et pour arriver à un geste d'hémostase. Eh bien, dans le choc hémorragique, le premier des traitements, c'est faire l'hémostase et tout retard de 10 minutes dans l'accession à un geste d'hémostase augmente la mortalité de 9%. Donc il y a une relation linéaire entre le retard au traitement étiologique du choc et la mortalité. Vous avez exactement les mêmes notions dans le choc septique. Chaque fois qu'on retarde l'antibiothérapie d'une heure, eh bien on prend 8% de mortalité toutes les heures. Donc dans le choc septique, c'est d'abord et avant tout une antibiothérapie efficace à large spectre, et il faut insister là-dessus au cours de la première heure. La première chose à faire dans le sepsis, c'est d'administrer les antibiotiques. Alors, ceci étant dit, on va bien sûr faire un traitement symptomatique, et ce premier traitement symptomatique, on l'a vu, c'est le remplissage. Alors on a vu tous les indices qui nous permettent de décider de remplir. Je crois que on sait tous très bien déclencher une épreuve de remplissage et la gérer. On a vu, il y a plein d'outils. Par contre, ce qu'on sait un petit peu moins faire, c'est finalement garder en tête que le surremplissage va avoir des effets tout à fait dévastateurs sur les patients. Et donc finalement, il faut tout faire pour éviter d'arriver à ce que vous voyez là à l'image, des patients qui sont en anasarque, en ayant la conscience que l'excès de cristalloïdes tue les malades. Donc vous avez ici des grandes séries de la littérature qui montrent que si j'observe les pratiques de perfusion des cristalloïdes au cours des états de choc, au cours du temps, vous voyez ici entre 2005 et 2011, eh bien ce qu'on observe, c'est une diminution graduelle des volumes de cristalloïdes perfusés. Dans les années 2000, un état de choc, vous le voyez, recevait en moyenne 15 litres de cristalloïdes. Et les dernières années ont été marquées par une réduction quasiment du tiers. On a réduit par 3
la prescription de cristalloïdes. Et cette réduction des volumes totaux de cristalloïdes a été associée à une réduction de mortalité. Donc le premier message, c'est que finalement, on peut faire de la réanimation hémodynamique avec des petits volumes de remplissage. Et là, bien sûr, le monitorage prend tout son sens, c'est-à-dire que ce monitorage, il doit permettre de déclencher une épreuve d'expansion volémique, mais il doit aussi et surtout permettre de dire, là, ce patient ne répond plus à l'expansion volémique, donc c'est plus des fluides qu'il faut faire, c'est peut-être monter la noradrénaline ou faire autre chose. Alors comment ce surremplissage est-il délétère? Vous avez ici en haut et à gauche de l'image un malade normal. On va se mettre dans une situation d'hémorragie, mais dans un sepsis, ce serait strictement la même chose. Donc dans une hémorragie ou dans un choc septique, du fait de l'hypovolémie, on va avoir une activation de la cascade de l'inflammation qui va entraîner une hyperperméabilité capillaire et finalement des obstacles dans la microcirculation et le transfert d'oxygène va moins se faire. Eh bien, lorsqu'on va avoir une réanimation, c'est la partie petit c en bas à gauche de l'image, une réanimation agressive par des quantités déraisonnables de cristalloïdes, eh bien, on va aggraver cette inflammation. C'est-à-dire que on va créer un état encore plus pro-inflammatoire, encore plus de fuite capillaire, de l'œdème interstitiel, et cet œdème interstitiel, il va entraîner un trouble de la diffusion de l'oxygène. On comprend très bien que, finalement, pour transférer l'oxygène depuis le sang vers les cellules, il y a une certaine distance entre les micro-vaisseaux et les cellules, et cette distance, en cas d'œdème, elle va augmenter. Et donc, si les tissus sont pleins d'œdème, on va avoir un gros écart entre la microcirculation et les tissus, et on va aggraver la dette tissulaire en oxygène simplement par le fait qu'on a créé de l'œdème dans les tissus. Donc il faut être absolument obsédé par le fait de ne pas avoir d'œdème. Et vous avez, je pourrais passer 1 heure à vous montrer des diapos comme ça, plein d'études qui ont montré que si je mets ici en ordonnée la mortalité et là l'accumulation de fluide au cours du temps, eh bien on voit que la mortalité augmente en fonction de la balance hydrosodée. Plus la balance hydrosodée va être importante, plus les œdèmes vont être importants, et plus on va avoir de mortalité. Et ça, c'est vrai même dans l'insuffisance rénale aiguë. On est tous obsédés par la diurèse, à juste titre d'ailleurs. On sait très bien que une insuffisance rénale aiguë qui s'installe lors d'un état de choc, c'est un facteur indépendant de mortalité. Donc il faut tout faire pour éviter une hypovolémie qui aggraverait ou qui créerait une insuffisance rénale aiguë. Mais vous voyez ici que dans cette étude qui s'est concentrée sur des patients qui sont tous en insuffisance rénale aiguë, si je prends ici en rouge les patients non survivants et que je regarde quelle est leur balance hydrique moyenne, elle s'installe dès le premier jour, et si on n'y fait pas attention derrière, eh bien on va aggraver le patient simplement par l'excès de fluide. Et il y avait une étude tout à fait magnifique qui avait été réalisée en Afrique. Alors là, on est dans un service d'urgence, il n'y a pas de réanimation. Vous arrivez aux urgences avec un état de choc, et là, vous allez avoir un traitement simple, c'est-à-dire des antibiotiques et du remplissage, et pas plus, parce qu'on est dans des pays avec des ressources limitées. Donc là, les auteurs avaient comparé, ici dans le groupe sepsis protocole, un protocole de réanimation par remplissage agressif, et vous voyez qu'ici, les patients, dans le groupe où on fait un remplissage agressif, ont reçu 3,5 litres de fluide dans les 2 premières heures. Et puis dans l'autre groupe, on a fait comme d'habitude, on a administré des fluides, mais en quantité un peu plus raisonnable, 2 litres de fluide dans les 2 premières heures, et vous voyez que la mortalité dans le groupe de patients qui a reçu 3,5 litres de fluide versus 2 litres, elle est de 48% versus 33% dans le groupe 2 litres, et la différence est ultra significative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne monitorez pas et si vous passez des fluides à l'aveugle, au-delà de 2 litres de remplissage, vous allez avoir une surmortalité liée à cet excès de remplissage. Et dans cette étude-là, les auteurs disaient bien que les patients qui étaient dans le groupe remplissage agressif avaient une incidence d'œdème pulmonaire qui était tout à fait majeure. Donc, au-delà de 2 litres, si on n'a pas de monitorage, on va avoir une surmortalité par œdème pulmonaire. Et puis, on a des grandes série de la littérature, ici une étude rétrospective où on a à peu près 1800 malades. Et là, les auteurs ont regardé la mortalité en fonction à la fois du volume,
mais aussi du timing des fluides. Et en fait, les auteurs ont montré la chose suivante. Alors, je vais expliquer ce diagramme parce qu'il n'est pas forcément facile à lire. Vous avez ici la ligne d'équivalence, donc là on a une mortalité qui est nulle. Vers la droite, j'ai une surmortalité, et vers la gauche, je protège les patients en faisant un traitement adapté. Et vous voyez ici que lorsque j'administre les fluides dans les 120 premières minutes, dans les 2 premières heures, eh bien, je protège les patients. Le remplissage qui est réalisé à une dose de 30 ml, on retrouve à peu près nos 2 litres dans les 2 premières heures, eh bien, ce remplissage, il est protecteur et diminue la mortalité. Par contre, si je me place ici dans un remplissage qui va être excessif, au-delà de 35 ml par kilo et par heure, et que ce remplissage est administré au-delà des 120 minutes, eh bien là, je vais avoir un effet du remplissage qui sera plutôt délétère. Donc dans l'état de choc, le remplissage, c'est très souvent environ 2 litres, et ces 2 litres, ils seront surtout efficaces dans les 2 premières heures. Au-delà des 2 heures, on va avoir une réponse inflammatoire systémique, une inflammation tissulaire, et la majorité des fluides qu'on va passer aux patients vont passer dans les tissus et n'aideront pas à la correction de l'hypovolémie. Donc ce timing, il est tout à fait important. Quand on remplit un patient au-delà des 2 heures, on doit absolument le faire sur les données d'un monitorage, et on vient de le voir à l'instant. Donc 2 litres dans les 2 premières heures, et puis après je peux regarder la mortalité. Donc vous avez ici une courbe de mortalité en vert, en fonction du nombre de litres qui sont passés au cours du premier jour. Donc ici, 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres, 5 litres par 24 heures, etc. Et en fait, on voit très bien que la courbe de mortalité, elle a un point d'inflexion, elle se met à exploser lorsque les patients ont reçu plus de 5 litres dans les 24 premières heures. Donc les 2 premiers messages ici, c'est que les fluides, c'est surtout efficace dans les 2 premières heures aux alentours de 2 litres, et que dès que les patients auront reçu plus de 5 litres de fluide dans les 24 premières heures, eh bien on va avoir une mortalité qui est très liée à cet excès de fluide. Donc on doit tout faire pour éviter des volumes de fluide de 6, 7, 8, 9 litres au cours des premières 24 heures. Bien. Donc on limite les volumes, et puis on va limiter également le chlore. Alors on a tous appris le sérum salé physiologique. En fait, ce sérum salé, il n'est pas du tout physiologique, il est très chargé en chlore, et cet excès de chlore va entraîner des conséquences tout à fait néfastes chez les patients de réanimation en état de choc. Alors je vous ai mis ici les compositions du plasma, du sérum salé isotonique, je dis plus physiologique, sérum salé isotonique, du Ringer lactate, de l'isofondine et du plasmalide. Et si je regarde ici la chlorémie, ou en tout cas la concentration en chlore de ces différents solutés, si je pars ici d'une chlorémie chez le patient qui est environ de 100 mmol par litre, je vois tout de suite que ce sérum salé isotonique, il est extrêmement non physiologique, c'est-à-dire qu'il contient 150 mmol par litre de chlore, et donc quand je passe du sérum salé isotonique à un patient, je fais augmenter de façon certaine et constante la chlorémie. Alors que si je passe du Ringer lactate, eh bien vous voyez que sa concentration est proche de celle de patients qui ont de patients normaux. Si je passe de l'isofondine, c'est un petit peu hyperchlorémique, mais moins que le sérum salé isotonique, et le plasmalide est relativement proche de la concentration en chlore du patient. Donc tous ces solutés-là, ils ne vont pas avoir la même quantité de chlore, et on va parler de solutés non balancées, c'est-à-dire le sérum salé isotonique, non équilibré en chlore, hyperchlorémique, et de solutés balancées, donc le Ringer, l'isofondine et le plasmalide, sont des solutés balancées. Balancées, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'ils ont une concentration en chlore qui est proche d'une chlorémie normale. Alors est-ce que ça a de l'importance? Eh bien, on a des vieilles études comme celle-ci qui montrent que si je compare le pH de patients qui ont été remplis de plus de 2 litres de Ringer versus du salé, eh bien, les patients qui ont été remplis qu'au salé, vous voyez que leur pH va s'effondrer au cours du temps, et qu'on va passer d'un pH normal ici à 7,40 à un pH au-delà de 2 litres de remplissage, 4 litres, 5 litres, qui va diminuer de façon très importante. Ici, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est 7,30 de pH
au-delà de 2 litres de remplissage. Et si je regarde la concentration en chlore des patients qui ont été réanimés avec du SSI, eh bien vous voyez qu'elle explose au cours du temps. On part à peu près d'une chlorémie normale, ici à 103, et puis vous voyez que les patients qui ont reçu de larges volumes de SSI, eh bien ils finissent à 115 de chlore, alors que ceux qui ont été réanimés au Ringer ont une chlorémie qui ne bouge pas, ou en tout cas qui reste inférieure à 105, 107 millimoles par litre. Donc clairement, quand on donne du salé aux malades, on baisse le pH et on fait monter la chlorémie. Alors si on décide maintenant de réanimer tout le monde au rigueur lactate, ici une étude rétrospective avec 10 000 patients, un collectif tout à fait impressionnant, et que je regarde une chose très simple, ici la mortalité hospitalière, en fonction de la quantité de rigueur lactate, ou en tout cas du pourcentage de rigueur lactate qui a été fait par rapport au SSI, eh bien je vois que plus je vais augmenter la quantité de rigueur de lactate par rapport au SSI dans la réanimation, et plus je vais baisser la mortalité. Donc clairement, si on décide de remplacer le SSI par du rigueur lactate, eh bien on diminue la mortalité, probablement par les effets délétères du chlore, et on diminue aussi l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë, qui, je le répète, est encore une fois un facteur indépendant de mortalité en réanimation. Alors ça, c'est des études rétrospectives, mais on a strictement les mêmes résultats dans une étude récente faite en RELA, une étude randomisée, donc on tire au sort des patients qui vont être réanimés en bleu avec des solutés balancées et en rouge avec du sérum salé. Et là, on voit strictement la même chose. Vous voyez que les patients qui ont reçu du salé ont une chlorémie qui explose et ont un taux de bicarbonate qui s'effondre, c'est-à-dire c'est des malades qui deviennent acides. Et la différence entre les deux groupes est totalement significative. Et le résultat de cette étude, elle est très claire, c'est qu'il y a plus d'insuffisance rénale dans le groupe salé isotonique, plus d'épuration extra-rénale dans le groupe salé isotonique, et qu'on voit un seuil de chlorémie à partir de laquelle on a ces effets délétères rénaux qui se situe à peu près à 105 millimoles par litre. Donc ça, c'est une étude tout à fait majeure puisqu'elle a inclus environ 14 000 malades, donc on est dans des effectifs qui sont tout à fait impressionnants et qui permettent d'avoir des résultats qui sont solides pour les transférer dans la pratique clinique. Alors pourquoi le chlore est délétère? Eh bien, il y a eu des études expérimentales qui ont montré un mécanisme très simple, c'est que le chlore en fait va se comporter comme un vasoconstricteur rénal. Si je mesure ici le débit sanguin rénal et que je regarde le débit sanguin rénal de patients qui ont été réanimés ici avec un soluté balancé, en tiré, versus du sérum salé isotonique, eh bien je vois que le soluté balancé il est capable d'augmenter le débit sanguin rénal et donc de restaurer la perfusion rénale. Quand je réanime les patients avec des fortes doses de sérum salé isotonique, eh bien le débit sanguin rénal baisse. Donc clairement, quand on donne du sérum saliso dans une hypovolémie et qu'on entraîne une hyperchlorémie, on entraîne une vasoconstriction rénale, et cette vasoconstriction rénale, elle va être à l'origine d'une insuffisance rénale aiguë. Donc le sérum salé, c'est pas très bon pour le rein. Et si je regarde maintenant, au vu de ces données, l'évolution des pratiques en termes de cristalloïdes au cours des dernières années, ici c'est une grande enquête internationale qui avait comparé les pratiques des solutés de remplissage entre 2007 et 2014. Donc en bleu, vous avez le salé, et en vert, BSS, c'est tous les solutés balancés, c'est-à-dire le rigueur lactate, le plasmalite, l'isofondine, etc. Et vous voyez que, clairement, en une décennie, on a complètement inversé. Dans les années 2000, c'était tout salé isotonique, et dans les années 2015-2020, eh bien, vous voyez que ce salé isotonique, il est devenu minoritaire, c'est à peine 25% des patients qui reçoivent du salé, et maintenant il est largement admis qu'il faut privilégier les solutés balancées. Donc ces notions d'effet délétère du chlore, elles sont bien passées dans les consciences puisque les pratiques ont changé de façon significative. Alors une fois qu'on a dit tout ça, vous pourriez me dire, ok, mais comment on fait pour choisir un cristalloïde? Eh bien finalement, c'est assez simple. Pour le choisir, je vous ai dit qu'il fallait regarder le chlore, mais il faut aussi regarder la natrémie. Un patient qui a une natrémie normale, il a 140 millimoles par litre de sel, vous le savez. Et le salé, il est légèrement hypertonique, ça à la limite, on s'en fiche un petit peu. L'isofondine, elle est parfaitement équilibrée par rapport au plasma, et le plasmalite également. Donc le rigueur lactate, qui est hypoconcentré en sodium, va avoir tendance à générer une hyponatrémie,
Et cette hyponatrémie, elle peut aggraver un œdème cérébral lorsque le patient a un trauma crânien ou un AVC. Donc, le message ici, c'est que le rigueur lactate dans la réanimation neurologique, il doit être proscrit parce que on va entraîner une hyponatrémie qui est un abscesse et qui va aggraver un œdème cérébral. Donc, comment on peut se sortir de tout ça? Eh bien, si j'ai perfusé plus de 2 litres de sérum salé, je sais que je vais avoir une acidose hyperchlorémique et il ne faut peut-être pas arriver à ces 2 litres de sérum salé, on l'a vu. Et si sur le YOLO, je vois que le patient a déjà une chlorémie supérieure à 105, a fortiori 110 millimoles par litre et que j'ai besoin de le remplir, la première chose que je vais regarder, c'est est-ce que le malade a une pathologie neurologique aiguë, est-ce qu'il est en hypertension intracrânienne. Si c'est le cas, je vais privilégier l'isofondine et le plasmalite qui sont isonatrémiques. Et si ce n'est pas le cas, alors là, le bon vieux rigueur lactate va faire correctement le job et il faut privilégier chez les patients non neurologiques, à mon sens, le rigueur lactate dans la réanimation des états de choc septiques et éventuellement hémorragiques. Colloïdes. Alors, les colloïdes, vous le savez, s'opposent aux cristalloïdes. Les cristalloïdes, c'est de l'eau et des ions. Les cristalloïdes, leur pouvoir d'expansion, c'est en gros 20%, donc on a espéré dans les années 80-90 pouvoir améliorer ce pouvoir d'expansion grâce aux colloïdes. Les colloïdes, c'est un cristalloïde dans lequel j'ai ajouté une macromolécule, qui peut être un hydroxyéthylamidon ou une gélatine, et là, j'obtiens un pouvoir d'expansion qui est de l'ordre de 80 à 100%. Donc un produit qui fait le job, c'est-à-dire ce que je mets dans les vaisseaux du patient va rester et va augmenter la volémie du même volume que le volume perfusé. Au passage, le remplissage au glucosé, ça ne sert strictement à rien parce que son pouvoir d'expansion est de 0%. Alors il y a eu une littérature tout à fait considérable sur faut-il faire des cristalloïdes et des colloïdes, il y a eu beaucoup d'études. Ce sujet-là, il a agité les consciences et vous avez plein d'articles comme ça où les gens se disputent sur l'intérêt comparé des cristalloïdes et des colloïdes. Donc on va sortir de la polémique pour revenir sur l'état de l'art, un résumé de la littérature en une diapo. Voilà ici toutes les méta-analyses qui ont comparé les colloïdes de synthèse, donc essentiellement les HEA, les hydroxyéthylamidons, avec les cristalloïdes. Et il n'y a pas photo, chaque fois que vous voyez du orange sur cette diapo, c'est que les colloïdes sont toxiques, ils augmentent la mortalité, et surtout, ils entraînent des insuffisances rénales aiguës. Et vous voyez que quasiment dans toutes les méta-analyses, on retrouve ce signal de gravité, d'augmentation des insuffisances rénales aiguës avec les solutés colloïdes. Et puis peut-être un petit signal sur la mortalité. Donc à l'heure actuelle, les hydroxyéthylamidons et les gélatines, j'insiste là-dessus, et les gélatines, tous les colloïdes de synthèse ont un effet délétère sur le rein et ils sont maintenant proscrits en réanimation, ils ne doivent plus être utilisés en réanimation. Et donc on est passé finalement, je reviens sur cette étude que je vous ai montrée tout à l'heure, d'une période en 2007 où en gros dans un état de choc on remplissait pour moitié avec des cristalloïdes ici en blanc et pour moitié avec des colloïdes à une réanimation qui est essentiellement constituée de cristalloïdes. Et quand on regarde de cristalloïdes, et quand on regarde les colloïdes qui sont utilisés, eh bien on s'aperçoit ici que les gélatines et les HEA sont maintenant minoritaires, et je pense que si on regardait en 2020, on aurait 0% de gélatine et d'HEA, et vous voyez que le seul colloïde qui reste prescrit à l'heure actuelle, c'est l'albumine. C'est surtout de l'albumine 20% qui va avoir pour but, non pas de corriger la volémie, mais de corriger l'hypoalbuminémie. Et on va donner de l'albumine aux malades qui ont une hypoalbuminémie documentée. Alors, cette interdiction des hydroxyéthylamidons et des colloïdes de synthèse, on peut en faire un petit historique. Elle vient du fait que, comme je vous l'ai montré, il y a eu dans les années 2008-2013 plusieurs essais randomisés qui ont bien montré la toxicité rénale des hydroxyéthylamidons, ce qui fait que depuis 2013, il a été décidé au niveau de l'Agence européenne du médicament, mais aussi au niveau de l'Agence française, d'arrêter les HEA et tous les colloïdes de synthèse en réanimation. Il y a encore la possibilité de le faire au bloc. En 2018, on a eu une tentative de retrait du marché des HEA, même au bloc opératoire. Ils ont été réintroduits sur le marché en 2018, en juillet 2018, et depuis avril 2019,
Si vous voulez faire des HEA, même au bloc opératoire, vous devez justifier d'avoir fait une formation qui vous alerte bien sur les effets toxiques de ces produits et surtout sur la dose maximale. Et cette dose maximale, c'est 30 millilitres par kilo et par jour. Donc finalement, même au bloc opératoire, on a une quantité de colloïdes perfusés qui est en train de diminuer. Voilà rapidement pour les solutés de remplissage, et on va maintenant dire quelques mots des catécholamines et plus généralement des agents vasopresseurs. Alors je ne vais pas vous faire un cours de pharmacologie très complexe parce que finalement ça n'a aucun intérêt. Ce que vous devez retenir, c'est que quand on donne un agent qui va agir sur les vaisseaux et sur le cœur, il peut être cet agent alpha stimulant, et on va avoir par la stimulation alpha de la vasoconstriction. Et les trois molécules les plus vasoconstrictrices, c'est la PE, la phényléphrine, la noradrénaline et la dopamine. Et puis vous voyez ensuite que quand on va passer à l'adrénaline, à la dobutamine, la dopexamine et l'isoprénaline, on va être de plus en plus bêta, et là on va augmenter la contractilité cardiaque. Donc finalement, si je veux faire de la vasoconstriction, le mieux c'est la phényléphrine et la noradrénaline. Et si je veux faire de la stimulation bêta, c'est-à-dire si je veux augmenter la contractilité cardiaque dans un état de choc cardiogénique, c'est la dopu, la dopexamine et l'isoprénaline. Et disons-le d'emblée, la dobutamine reste le chef de file des agents inotropiques. Alors premier chapitre, noradrénaline pour tous. La noradrénaline, elle est l'agent de choix dans les états de choc. Et pour l'administrer, je voudrais, avant de vous montrer pourquoi elle est l'agent vasoconstricteur de choix, vous rappeler cette étude qui a été très bien faite, on vient d'en parler, sur l'administration des catécholamines. Je voudrais insister là-dessus parce qu'au bloc opératoire, on a de plus en plus tendance à faire de la baby noradrénaline, c'est-à-dire de la noradrénaline diluée sur un cathéter périphérique. En réanimation, la voie d'administration par une voie veineuse centrale doit toujours être privilégiée. À la limite, on peut faire un peu de dobutamine sur un cas de périph' si on en a le besoin et si on veut faire un test à la dobutamine. Et ce qui est super important, c'est ce que vous voyez ici en bas de la diapo, c'est qu'on doit utiliser des systèmes de perfusion qui sont munis de logiciels permettant de faire des relais automatiques de noradrénaline, car sinon on sait qu'il y a une surmortalité liée à des accidents de relais de noradrénaline. Donc ça c'est absolument fondamental, je pense que tout le monde maintenant a ces logiciels, mais il faut bien insister là-dessus parce que c'est le secret pour que l'administration des catécholamines et des vasopresseurs se fasse correctement. Et il faut avoir des alarmes sonores pour prévenir les gens que le relais est en train de se faire, parce que pendant que le relais est en train de se faire, il faut être dans la chambre, en tout cas il faut être pas loin, parce que même avec un système automatique, on peut avoir des gros accidents d'hypotension artérielle lors du relais de noradrénaline. Et puis vous devez, je pense, vous l'avez tous fait, avoir écrit des procédures standardisées sur l'administration, le relais et l'utilisation des catécholamines en réa. Je rappelle que ça se dilue dans du sérum glucosé, pas dans du salé, parce que le salé étant acide, on vient de le voir, il inactive les catécholamines. Bien. Alors maintenant, quand est-ce que je vais donner un vasopresseur? C'est très simple. Finalement, un vasopresseur, vous allez le donner chaque fois que la pression artérielle est basse, et pas n'importe quelle pression artérielle, la pression artérielle diastolique. L'effondrement de la pression artérielle diastolique, elle signe la vasoplégie, et on a des vieilles recommandations pleines de bon sens, que je rappelle ici, qui nous disent que lorsque l'hypotension engage le pronostic vital, c'est-à-dire lorsque la diastolique, vous voyez qu'on ne parle pas ici de systolique ou de moyenne, mais de diastolique inférieure à 40 mm de mercure, le recours aux agents vasopresseurs doit être immédiat, donc à la noradrénaline, et ce, quelle que soit la volémie. Donc on a le droit de donner de la noradrénaline dès que la pression artérielle diastolique est effondrée, et ça va permettre d'éviter de surremplir le malade, puisque finalement, quand la diastolique est basse, le mécanisme principal de l'hypotension, c'est d'abord et avant tout une vasoplégie. Alors, quelle molécule? Quelle molécule? Je vous ai pas mal parlé de noradrénaline. Vous avez une étude ici qui, sur 30 000 malades, a montré quelles sont les pratiques d'utilisation des agents vasopresseurs. Vous avez ici la norade, la phényléphrine, la dopamine, la vasopressine et l'épinéphrine. L'épinéphrine, c'est la noradrénaline.
L'épinéphrine, pardon, c'est l'adrénaline en anglais, et la norépinéphrine, c'est la noradrénaline. Et vous voyez que clairement, l'agent vasopresseur de choix, c'est la noradrénaline. Donc, dans la majorité des réas du monde, la noradrénaline est l'agent vasopresseur de choix. Et cette noradrénaline, il y a eu une étude tout à fait magnifique qui a été publiée ces dernières années. Elle est probablement le meilleur des agents vasopresseurs parce que c'est probablement le plus maniable et celui qui épargne le plus les circulations régionales. Et cette magnifique étude a été faite sur un truc très simple. C'est un cas d'une période aux États-Unis où les réas n'ont plus été livrés en noradrénaline. Il y a eu ici une rupture de stock de norad, et donc les réas se sont mis à faire autre chose que de la noradrénaline. Donc vous avez ici les réas qui donnent majoritairement de la noradrénaline, et puis on a brutalement une rupture d'approvisionnement, et donc les réas vont se mettre à faire autre chose, et notamment de la phényléphrine. Et vous voyez que ensuite on va être de nouveau livré en NORAD et on va revenir à une prescription majoritaire de NORAD. Donc le premier message ici, c'est dès que les docteurs et les infirmières ont pu récupérer de la NORAD, ils ont arrêté de faire de la phényléphrine et ils ont bien remis la NORAD. Et ce qui est percutant dans cette étude, c'est que pendant la période où on manquait de noradrénaline et où on l'a remplacée par d'autres vasopresseurs, il y a eu une surmortalité. Donc clairement, quand vous mettez autre chose que de la noradrénaline, eh bien probablement que les circulations régionales se font moins bien, les vasoconstricteurs tels que la phényléphrine ont probablement des effets délétères sur le tube digestif, sur les extrémités, et là, on a une surmortalité. Donc clairement, la NORAD, c'est un argument indirect, cette étude, pour montrer que c'est l'agent vasopresseur de choix, et quand vous regardez les grandes recommandations internationales sur le traitement du choc septique, notamment, qui nécessite quasiment tout le temps de la NORAD, eh bien vous voyez que la noradrénaline est recommandée comme l'agent vasopresseur de premier choix dans la réanimation d'un choc vasoplégique et septique. Et on a finalement les mêmes constatations au bloc opératoire. Donc là, je sors 2 minutes de l'AREA pour revenir au bloc. Vous avez cette étude d'Emmanuel Futier ici qui est tout à fait percutante également. Ici, c'est des patients qui ont de la chirurgie lourde et ce sont des patients qui ont des terrains très à risque. Donc finalement, on est au bloc, mais on est assez proche de la réanimation. C'est de la chirurgie à haut risque. Et on va faire dans un groupe contrôle un traitement de l'hypotension par des bolus d'éphédrine versus de la noradrénaline au pouce-seringue automatique qui va avoir pour objectif de cibler la pression artérielle habituelle du patient. Et là, évidemment, quand on traite uniquement les hypotensions artérielles versus une perfusion continue de noradrénaline, eh bien, on a une efficacité, en tout cas un impact sur la survie qui est tout à fait majeur. Vous avez ici en ordonnée le risque de mortalité ou de complications post-opératoires, et vous voyez qu'avec un traitement individualisé, c'est-à-dire de la NORAD en continu versus des bolus d'éphédrine, eh bien la survie, les complications sont largement améliorées dans le groupe noradrénaline, donc même au bloc opératoire, une perfusion continue de noradrénaline, fait mieux que des bolus d'éphédrine, et je suis à peu près convaincu que si on avait fait de la perfusion continue d'éphédrine, on aurait eu à peu près les mêmes résultats. Alors on a, pendant des années en réa, fait de la dopamine à la place de la NORAD, et en fait, on s'était aperçu dans cette étude déjà ancienne que lorsqu'on compare la noradrénaline à la dopamine, il n'y avait pas de différence. Alors ici, ce diagramme se lit de la façon suivante. Ici, 1, c'est la ligne d'équivalence, les deux produits sont efficaces. À gauche, c'est la NORAD qui fait mieux, et à droite, c'est la dopamine qui fait mieux. Et lorsque cette ligne horizontale traverse la ligne d'équivalence, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les deux produits. Et vous voyez que dans cette étude-là, les auteurs ont regardé finalement, selon les différents types de chocs, s'il y avait une différence entre les deux molécules. Et vous voyez que dans le choc cardiogénique, eh bien, c'est la noradrénaline qui fait mieux, et c'est significatif. Et pourquoi il fait mieux ? Parce que dans le groupe dopamine, qui est un agent bêta-stimulant qui va créer de la tachycardie qui n'est peut-être pas utile chez ces malades-là,
eh bien, on va avoir 24% d'arythmie, alors qu'avec la NORAD, on a moins d'arythmie. Donc, on va faire moins forcer le cœur chez les malades sous NORAD, on aura moins de FA, moins de tachycardie, et ça, probablement, que ça conditionne le pronostic, notamment des patients qui ont des défaillances cardiaques. Donc, la NORAD a cet avantage qu'elle est peu tachycardisante, et elle est probablement efficace, plus efficace que la NORAD, à cause de cet effet moins tachycardisant. Alors, ce qui est à la mode depuis quelques années, c'est de dire, ok, la NORAD c'est bien, mais au-delà d'une certaine dose, elle peut devenir délétère, et peut-être que, au-delà d'une dose majeure, 1 gamma, 1 microgramme kilo-minute, il faut peut-être associer à d'autres vasopresseurs. Alors, les vasopresseurs à notre disposition, c'est finalement des agents qui vont pouvoir agir sur le récepteur alpha, c'est les catécholamines, c'est la NORAD, je viens de vous le dire, mais aussi sur d'autres récepteurs à la vasopressine, V1, ou les récepteurs à l'angiotensine. Et donc, on peut faire de la stimulation alpha avec les catécholamines, on l'a vu, mais on peut faire aussi de la stimulation des récepteurs à la vasopressine avec des produits que vous connaissez bien, la terlipressine, la glipressine, la vasopressine qui est en fait maintenant commercialisée depuis quelques mois sous le nom de Reverpleg ou argipressine. Et puis on peut utiliser aussi l'angiotensine 2. Cette angiotensine 2, pour l'instant, on ne l'a pas à disposition, donc je vais peu en parler. Et tout ça, ça va permettre de faire finalement une vasoconstriction balancée. L'idée, ce serait peut-être d'associer deux vasoconstricteurs plutôt que de faire la même chose avec la même molécule, parce que peut-être qu'on est plus efficace en jouant sur deux types de récepteurs versus un seul type. Et effectivement, quand on va associer de la vasopressine ou ici de l'angiotensine à de la NORAD, donc ici en rouge vous avez des patients qui sont sous NORAD, et en bleu vous avez des patients qui sont sous NORAD plus angiotensine, mais ce serait la même chose avec de la vasopressine. Et vous voyez clairement que quand on ajoute un de ces vasopresseurs à la NORAD, vous voyez que la pression artérielle est plus élevée dans le groupe qui reçoit l'association de vasopresseurs, ça c'est tout à fait rassurant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, dans le groupe qui reçoit la vasopressine ou l'angiotensine, on peut baisser, ici vous avez la dose de noradrénaline, on va pouvoir baisser la dose de noradrénaline et donc faire de l'épargne en noradrénaline. Alors est-ce que ça a du sens en termes de mortalité? Eh bien la réponse est non, parce que dans les études qui ont testé le sujet, pour l'instant, on a l'impression que c'est peut-être une fausse bonne idée, c'est-à-dire que quand on regarde ici la noradrénaline seule versus la noradrénaline plus une vasopressine, eh bien vous voyez qu'on traverse ici la ligne d'équivalence. On a peut-être une tendance à une meilleure efficacité de l'association vasopressine plus catécholamine, mais cette tendance, elle n'est pas significative. Donc pour l'instant, on a un petit signal qui nous fait dire que ça pourrait être efficace, mais on n'a pas de preuve sur le fait que ce soit efficace. Et puis ce qui est un peu inquiétant, c'est que quand on regarde ici le risque de nécrose digitale, c'est-à-dire de nécrose des extrémités, eh bien, on s'aperçoit que peut-être, lorsque, je suis désolé, il y a une erreur sur la diapo, lorsqu'on fait de la noradrénaline seule, eh bien, peut-être qu'on a un peu moins de nécrose digitale que quand on associe de la noradrénaline avec de la vasopressine. Donc attention, cette association vasopresseur, elle peut finalement entraîner des nécroses digitales. Donc, pour l'instant, je serais assez prudent sur les associations de noradrénaline et de vasopressine. Alors, je vais pas être trop dogmatique, hein. On le fait quand même dans le service, on pourra y revenir dans la discussion, mais lorsqu'on le fait, on surveille de façon très très étroite les extrémités, parce qu'on peut avoir des nécroses des extrémités. En tout état de cause, dans les recommandations internationales, eh bien, il y a une recommandation assez faible niveau de preuve, hein, vous l'avez là, pour ajouter de la vasopressine quand on a de fortes doses de NORAD. Alors, forte dose de NORAD, est-ce que c'est 1 microgramme par kilo-minute ou 2? Il n'y a pas de réponse claire là-dessus. Dans le service, on commence à mettre un peu de vasopressine lorsqu'on atteint 1 gamma kilo-minute de noradrénaline, encore une fois en surveillant les extrémités. Alors, voyons maintenant les inotropes. On a vu comment réaliser un traitement vasopresseur, noradrénaline pour tous, j'insiste là-dessus.
Et on va voir maintenant quel agent inotrope on va utiliser lorsque la composante du choc devient cardiogénique, c'est-à-dire lorsque le cœur n'a plus de contractilité, choc cardiogénique ou un choc septique avec une forme cardiogénique, ça peut arriver. Et là, clairement, dans les recommandations internationales, c'est la dobutamine qui est l'agent le plus recommandé pour faire de la stimulation bêta. Donc quand vous avez un malade qui a une défaillance cardiaque gauche ou droite en réanimation, il ne réagit plus à la noradrénaline, il ne réagit plus au remplissage et il reste hypotendu avec une défaillance ventriculaire gauche à l'écho ou ventriculaire droite, l'agent inotrope de choix, c'est la dobutamine. Alors pour décider de dégainer un agent inotrope, eh bien, on va faire, on l'a dit dans la discussion précédente, on va faire une échocardio. On peut bien sûr décider de donner des agents inotropes sur la foi d'un cathéter artériel pulmonaire ou d'une thermodilution transpulmonaire, mais le mieux c'est quand même de regarder ici le VG se contracter. Donc là vous avez le VG, le ventricule droit à gauche de l'image, l'oreillette droite et l'oreillette gauche, et vous avez ici un VG qui est strictement normal. Donc là si la question posée c'est est-ce que ce patient-là doit avoir de la dobutamine ou un inotrope, eh bien clairement, avec un VG qui se contracte parfaitement, il n'y a strictement aucune indication à donner de la dobutamine dans l'espoir d'augmenter le débit cardiaque de ce patient. Par contre, quand on est dans cette situation-là, vous avez ici une dysfonction ventriculaire gauche très sévère, la fraction d'éjection est à 11%, le ventricule droit n'est pas terrible non plus. Ici, vous avez une coupe transversale. J'ai coupé le ventricule gauche ici au milieu, et vous l'avez en coupe transversale, et vous voyez que ce ventricule gauche, il est au tapis, il ne se contracte plus. Et là, sur cette échographie-là, si le malade a déjà reçu le remplissage et la noradrénaline et que son cœur est dans cet état-là, eh bien, il faut probablement dégainer des agents inotropes, et c'est la dobutamine, encore une fois, qui sera l'agent inotrope de choix chez ces patients. Alors attention à la dobutamine, parce que dans les années 90, on avait eu une fausse bonne idée qui était de dire finalement, dans tous les chocs septiques, on va donner de la dobutamine à tout le monde. Et là, on avait fait un groupe contrôle où les patients recevaient de la NORAD et du remplissage, et un groupe où on disait finalement, comme les patients peuvent avoir, alors à l'époque, j'insiste là-dessus, on ne faisait pas d'échographie. Donc peut-être que maintenant, on n'aurait pas fait cette étude-là. Mais en tout cas, à l'époque, on disait, comme les patients peuvent avoir une cardiomyopathie septique occulte, c'est-à-dire une dysfonction cardiaque gauche occulte, on va leur donner à tous de la dobu, et on va leur donner à tous une association dobu-norade. Et dans cette étude, les patients, on leur donnait de la dobutamine jusqu'à ce que le transport en oxygène soit normalisé, et ils avaient en moyenne 25 gamma-kilominutes, 25 microgrammes kilominutes de dobutamine, ce qui est une dose faramineuse. Et cette étude a été arrêtée au milieu de l'étude parce qu'il y avait une surmortalité. Vous avez ici la survie des patients. Les patients qui recevaient tous de la dobutamine avaient une mortalité qui était 2 fois supérieure aux patients qui ne recevaient pas de dobutamine. Donc, quand un patient n'a pas de dysfonction ventriculaire gauche, si vous lui donnez de la dobutamine, vous allez créer une épreuve d'effort cardiaque et vous allez entraîner une surmortalité. Et on a d'autres études qui ont confirmé ça de façon tout à fait identique. Alors, on a vu que la dobutamine, il fallait la donner lorsque on avait une insuffisance ventriculaire gauche sévère. Et la question que vous pourriez me poser, c'est finalement, quand j'ai un choc cardiogénique, est-ce que l'adrénaline ne pourrait pas être une bonne solution? Parce que l'adrénaline, elle est à la fois alpha et bêta, et elle pourrait être tout à fait logique dans un choc cardiogénique. Donc ici, c'est une grande étude randomisée qui a comparé l'adrénaline, donc l'épinéphrine en bleu, avec la noradrénaline en rouge. Et vous voyez qu'en termes de pression artérielle moyenne, en termes de débit cardiaque, en termes de volume d'éjection systolique, il n'y a strictement aucune différence entre l'adré et la noradré. Par contre, quand je regarde la fréquence cardiaque ici, vous voyez que les patients sous adré, ils ont une tachycardie qui est très très significative, ils montent jusqu'à 120 fréquences cardiaques, et ça va finalement faire une épreuve d'effort au patient, et c'est peut-être pas si bon pour le patient que ça, et l'étude le confirme, en montrant que si je regarde le lactate des patients qui reçoivent l'adrénaline versus les patients qui n'ont que de la noradrénaline, eh bien j'ai une hyperlactacidémie qui est bien supérieure à celle des patients sous noradrénaline avec l'adrénaline. Donc clairement, cette étude, elle montre que lorsque je donne de l'adrénaline au choc cardiogénique,
je crée de la tachycardie, je fais monter de lactate, et le résultat net des courses, c'est que si je regarde ici le nombre de chocs réfractaires, c'est-à-dire de patients qui vont passer en défaillance multiviscérale, eh bien, ces chocs réfractaires, ils sont beaucoup plus importants, et la différence est ultra significative entre les patients qui sont traités à l'adrénaline versus les patients qui sont traités à la noradrénaline. Donc, même dans le choc cardiogénique, faire de la stimulation bêta, c'est pas très bon, et donner de l'adrénaline, c'est probablement une mauvaise idée. Donc, on peut finalement oublier l'adrénaline dans le traitement des états de choc, qui soient septiques à forme cardiogénique ou cardiogénique pure. Et puis, bien sûr, quand on voit les effets délétères de ces tachycardies, on pourrait être emmené à dire, on peut peut-être mettre des bêta-bloquants dans le choc septique, c'est-à-dire faire une association qui peut paraître bizarre, c'est donner de la noradrénaline, on l'a dit, il faut, tous les patients sont vasoplégiques, et on va associer à cette noradrénaline non pas de la dobutamine, mais exactement l'inverse, c'est-à-dire de l'esmolol, un bêta-bloquant. Et quand on fait ça, eh bien, on n'a strictement aucune différence. Donc, vous avez le groupe contrôle, qui est le patient qui est sous NORAD seul, et le groupe esmolol, donc le groupe bêta-bloquant, qui reçoit une association de noradrénaline et de bêta-bloquant. Et vous voyez qu'en termes de pression artérielle moyenne, il n'y a aucune différence, pardonnez-moi. En termes d'index cardiaque, il n'y a aucune différence. En termes de volume d'éjection systolique, il n'y a aucune différence. Par contre, clairement, les patients qui sont sous esmolol ont beaucoup moins de tachycardie. Ils sont en moyenne à 85 de fréquence cardiaque, alors que ceux qui ne sont pas traités ont une fréquence cardiaque supérieure à 100 par minute. Et quand on regarde ici la mortalité, eh bien, dans cette étude-là, alors c'est une étude qui est contestable, on pourra en discuter si vous voulez après, mais en tout cas, dans cette étude-là, les patients qui avaient été traités avec de la NORAD seule mouraient plus que les patients qui avaient été ralentis avec de l'esmolol. Donc on a des éléments pour dire que peut-être, lorsqu'on donne un peu de bêta-bloquant, en monitorant là encore les patients, j'insiste là-dessus, dans le choc septique, on peut avoir une amélioration du pronostic. Donc ça, c'était en 2013. On a une étude qui est un petit peu analogue, qui est sortie il y a 2 ans ici. Donc vous avez en rose les patients qui ont reçu une association de bêta-bloquants, et ici les patients en bleu, des patients qui n'ont pas eu de bêta-bloquants. Là encore, j'insiste, ils ont tous de la NORAD. Et ici, c'est un peu différent de tout à l'heure. En fait, on a donné des bêta-bloquants en rose en poursuivant le traitement de fond des patients qui ont été déjà traités par bêta-bloquants. Donc ici, la question n'est pas de donner des bêta-bloquants dans le choc septique, mais plutôt de ne pas les arrêter si le patient reçoit au long cours des bêta-bloquants. Et vous voyez qu'ici, en termes de survie, eh bien, lorsque on n'arrête pas les bêta-bloquants chez les malades, les patients survivent mieux que lorsqu'on arrête les bêta-bloquants de patients déjà traités. Donc on peut continuer très probablement le bisoprolol d'un patient qui a une cardiopathie ischémique lors d'un choc septique sans être délétère et peut-être même en améliorant le pronostic. Donc on peut résumer tout ça en disant finalement les catécholamines, les inotropes et les vasopresseurs, c'est d'abord NORAD pour tout le monde, avec un objectif de PAM qu'on pourra discuter, jusqu'à 1 gamma-kilo-minute. On évite la phényléphrine, on évite la dopamine et on évite, voire on arrête l'adrénaline. Lorsque je suis à une dose importante, plus de 1 microgramme par kilo-minute, je vais d'abord vérifier que le patient ne reste pas hypotendu parce qu'il a une défaillance ventriculaire gauche ou droite, et si c'est le cas, je vais lui donner de la dobutamine. Et si ce n'est pas le cas, je peux essayer d'ajouter de la vasopressine, donc de la terripressine ou de l'argipressine, et à ce moment-là, grâce à la vasopressine, j'espère avoir un sevrage plus rapide des vasoconstricteurs. Et si le patient reste tachycarde, et que la fraction d'éjection du ventricule gauche reste conservée, et que la volémie a été corrigée, eh bien je peux peut-être me poser la question de ralentir la fréquence cardiaque de ces patients par un bêta-bloquant de type bisoprolol, ou même les nouveaux bêta-bloquants injectables que vous avez à disposition. Alors je reviens sur le patient de tout à l'heure. Imaginons que ce patient-là est mis sous dobutamine, et voilà l'efficacité de la dobutamine. J'ai finalement un patient qui reste grave sous dobutamine. La question, c'est qu'est-ce que je vais faire chez ce patient? Et donc, lorsque je suis confronté à un échec des traitements inotropes, en fait, la question qui va se poser maintenant dans l'RA moderne, c'est de placer ces patients sous assistance circulatoire mécanique et donc de discuter la mise en place d'une ECMO ou d'une Impella éventuelle. Donc c'est la dernière partie de ce topo. Assistance mécanique, plutôt que ECMO véno-artérielle, j'aurais dû mettre assistance mécanique au sens large. Alors l'ECMO véno-artérielle, le principe,
Il est là. Vous allez mettre dans la veine fémorale du patient ici une canule de gros calibre. Ce sont des canules qui sont 2 fois ou 3 fois plus grosses qu'un cathéter d'épuration extra-rénale. Et on va mettre dans l'artère une canule de réinjection. Donc, je vais aspirer ici le sang par la canule veineuse. Ce sang, je vais l'aspirer grâce à une pompe qui va aspirer le sang et l'envoyer dans un filtre qui ressemble à un filtre de dialyse. Mais de l'autre côté de la membrane, il n'y a pas un liquide de dialyse, il y a de l'oxygène. Et cet oxygène qui balaye la membrane va oxygéner le sang, ce qui fait qu'à la sortie de la membrane, je vais avoir un sang, il va devenir rouge, donc il va être oxygéné, et qui va pouvoir retourner ici dans la circulation artérielle du patient et donc restaurer un débit cardiaque. J'ai donc avec cette thérapeutique 2 effets. D'une part, j'ai un effet débit cardiaque, je crée un débit cardiaque supplémentaire qui renforce un débit cardiaque natif effondré, et je permets d'améliorer l'oxygénation de patients qui ont souvent un transport en oxygène qui est défectueux. Donc avec une ECMO, j'ai un traitement tout à fait logique de l'état de choc cardiogénique ou encore une fois d'un choc septique avec une forme cardiogénique de choc septique. Et donc dans le choc cardiogénique, il est maintenant bien admis que le traitement, la séquence d'un choc cardiogénique, c'est d'abord de faire la réanimation classique, donc des inotropes, des vasopresseurs, ventilation mécanique. Je traite la cause, je vous l'ai dit au début, c'est-à-dire que je vais faire une angioplastie, une fibrinolyse selon que je suis proche ou pas d'un centre d'angioplastie. Donc je vais restaurer la circulation cardiaque. Et si ce traitement symptomatique associé à la reperfusion échappe, eh bien je vais me poser la question d'une assistance mécanique qui, si elle reste durable, va faire poser la question d'une transplantation ou d'une assistance mécanique prolongée. Alors ça, c'est dans le choc cardiogénique. Et dans le choc septique, je vais pouvoir avoir également besoin de ce type de dispositif. Alors avant de passer au choc septique, je voudrais vous montrer un deuxième type d'assistance qui est l'Impella. Alors l'Impella, c'est une micro-pompe, alors c'est une pompe rotative qui va ici venir être installée par voie artérielle à travers la valve aortique. Donc ça, c'est la valve aortique, le ventricule gauche, l'oreillette gauche. Et cette pompe Impella, je vais la mettre à travers la valve aortique et elle va finalement aspirer le sang depuis le ventricule gauche pour l'éjecter dans l'aorte. Et ça peut être ça une bonne thérapeutique dans les états de choc cardiogéniques gauche, notamment dans un infarctus du myocarde. Et même de temps en temps chez certains patients, on va associer cette Impella à une ECMO pour améliorer encore l'éjection ventriculaire gauche. Alors, je vous ai montré tout à l'heure que ces techniques-là, elles étaient recommandées dans le choc cardiogénique, mais même dans le choc septique, on l'a évoqué plusieurs fois dans cet exposé, on a des données maintenant importantes qui nous montrent que si je prends ici des patients qui, en bleu, n'ont pas eu d'ECMO au cours d'un choc septique avec une défaillance ventriculaire gauche et droite majeure, donc une cardiomyopathie septique majeure, et bien les patients qui n'ont pas reçu d'ECMO alors même qu'ils avaient le cœur complètement défaillant ont une probabilité de survie qui est moins importante que ceux chez qui on a mis l'ECMO. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre l'ECMO à tous les chocs septiques, ça c'est peut-être 5% des chocs septiques, mais encore une fois, quand dans un choc septique, on constate que le patient échappe à la NORAD, échappe au remplissage, qu'il a une dysfonction ventriculaire gauche ou droite et droite à l'échographie, eh bien il faut se poser la question de mettre une ECMO. Cette ECMO, elle sera temporaire parce que ces cardiomyopathies septiques, elles sont finalement assez spectaculairement réversibles en 5 à 10 jours. Donc là, on n'est plus dans un pont vers la transplantation ou vers une assistance prolongée, mais on est bien dans un pont vers la récupération. C'est-à-dire ces ECMO, on va pouvoir les enlever rapidement. Donc j'en ai terminé pour résumer un petit peu ce survol des traitements lors des états de choc. Gestion raisonnée du remplissage, attention au-delà de 2 litres de remplissage à la phase aiguë, au-delà il faut monitorer, pas plus de 5 litres au cours des 24 premières heures, privilégier les solutés balancées, regarder le chlore avant d'administrer un soluté cristalloïde, ne plus utiliser les colloïdes de synthèse en réa et utiliser l'albumine à 20% lorsque l'albuminémie est inférieure à 30 grammes par litre. Pour les catécholamines, c'est NORAD dès que la pression artérielle diastolique est inférieure à 40-45 mm de mercure. On peut réfléchir à ajouter de la vasopressine lorsqu'on a des fortes doses de NORAD.
L'agent inotrope de choix reste la dobutamine, mais on pourra en discuter. L'isuprel fait pas trop mal aussi. Et surtout, on arrête l'adrénaline au cours des états de choc, car on peut avoir des effets délétères de cet adré. Bien sûr, dans le choc anaphylactique, on continue à faire de l'adrénaline. Et puis, l'ECMO véno-artériel, c'est vraiment dans les chocs cardiogéniques, lorsqu'on a un échec clinique de la dobutamine et lorsqu'on a authentifié par échographie une dysfonction ventriculaire gauche et ou droite sévère. Je vous remercie.